Les premières réflexions sur la navette spatiale remontent à 1968, mais ce n'est qu'en janvier 1972 que le projet trouve son financement et est officiellement lancé. La navette spatiale est composée de 3 sous-ensembles. L'orbiteur, qui est le seul composant à se placer en orbite, transporte le fret et les astronautes, tandis que le réservoir externe et les 2 propulseurs d'un point ne sont utilisés que pour le lancement. Une série de tests du premier orbiteur achevés, l'entreprise a lieu de compter du 17 février 1977. Celui-ci est transporté sur le dos d'un Boeing 747 aménagé, effectue d'abord des vols captifs, puis à compter du 12 août 1976 est largué pour effectuer de courts vols planés avant d'atterrir. Le premier vol de la navette complète, planifié en 1979, est repoussé de 2 ans, car 2 des composants majeurs de l'orbiteur, son moteur principal SSME et son bouclier thermique, rencontrent des problèmes de mise au point. La sélection des astronautes. La NASA a choisi pour cette mission un équipage composé d'un vétéran et d'un astronaute n'ayant jamais volé. Le commandant pour la mission, John Young, a déjà 4 missions à son actif et il a réalisé 2 vols pendant le cadre du programme Gemini et 2 missions du programme Apollo. Il fait également partie de l'équipage Apollo 10 et a été commandant d'Apollo 16. Robert Crippen a été sélectionné pour le projet de la station spatiale militaire MOL, qui a été annulée en 1969. Et elle a été cette année-là passée dans le corps des astronautes de la NASA, mais n'a jamais eu l'occasion de voler, car les candidats étaient trop nombreux et le programme spatial habité américain était en pleine décrue. L'équipage de rechange est composé de Joseph H. Engel, commandant de la mission, et Richard H. Trulli. Ceux-ci formeront l'équipage de la mission STS-2, chargé de poursuivre les tests entamés par STS-1. Les objectifs de la mission. STS-1 est le premier vol d'une navette spatiale complète. L'orbiteur, accouplé d'un réservoir externe et aux 2 propulseurs d'appoint, va se placer en orbite et séjourner environ 2 jours avant que l'équipage puisse procéder à différents tests avant d'atterrir. Contrairement aux lanceurs utilisés jusque-là pour envoyer en orbite des astronautes, il n'y a pas eu de qualification préalable sans équipage. Cette solution a été envisagée, mais la NASA y a renoncé essentiellement pour des raisons de coût de délai. Il aurait fallu, selon les constructeurs, déclarer de 6 mois le lancement et dépenser 100 millions de dollars supplémentaires pour pouvoir effectuer un vol entièrement automatique. Ce vol comporte pourtant des phases rendues particulièrement dangereuses par une nouveauté introduite par la navette. Le lancement qui utilise pour la première fois un vol spatial habité et des propulseurs à propergol solide qu'on ne peut pas éteindre une fois allumé. La rentrée atmosphérique, car l'orbiteur, profilé comme un avion, est beaucoup plus difficile à protéger de l'échauffement que les capsules spatiales utilisées jusqu'alors. L'atterrissage de l'orbiteur, qui selon les mots de Young, vole comme une brique, se fait à une vitesse de 470 km par seconde, ce qui est une valeur particulièrement élevée. Pour réduire le risque inhérent à cette phase de mise au point, la navette comporte pour ses vols de qualification STS-1 les 3 missions suivantes: des sièges éjectables. Ces sièges seront supprimés une fois la navette déclarée opérationnelle, car il n'est pas possible d'installer des sièges éjectables pour chaque passager, notamment ceux dont le siège se situe dans le pont inférieur. Déroulement du vol. Le lancement Columbian est reporté de 2 jours suite à des détections d'anomalies sur les ordinateurs de bord de la navette. Finalement, la navette décolle le 1er avril 1981 à 12 h.
La date de décollage de la navette coïncide avec le jour du 20e anniversaire du premier vol spatial habité par un être humain, Yuri Gagarin. L'orbiteur est placé en orbite n'ayant aucune anomalie grave se produisent. L'orbite atteinte n'est toutefois pas exactement celle prévue. Les ailes ont en effet créé plus de portance de celle calculée par les ordinateurs, qui a légèrement décalé la trajectoire de l'ensemble de la phase d'ascension. La navette se trouve sur une orbite circulaire à 251 km d'altitude avec une inclinaison de 40,3 degrés qu'elle parcourt en 89,4 minutes. Les premières images retransmises après la mise en orbite montrent au public les astronautes évoluant dans un intérieur très différent à celui auquel ils avaient habitué les missions précédentes. La cabine où se tiennent les pilotes rassemble un poste de pilotage d'avion de ligne, tandis que l'étage au-dessus, rangé de ces tiroirs blancs, représente à l'environnement stérile d'un hôpital. La soute du cargo, avec ses deux portes ouvertes, constitue également des images plus fortes et les plus souvent reproduites par la suite dans les journaux et les magazines. Durant 2 jours, les pilotes effectuent différents tests. Ils utilisent les moteurs de la navette pour modifier l'orientation de celle-ci, changer l'orbite. Ils ouvrent puis referment les portes de la soute du cargo, etc., etc. Le 14 avril, les moteurs de manœuvre orbitale OMS colombienne sont allumés pour environ 2 minutes et 40 secondes pour que la navette quitte son orbite et entame la rentrée atmosphérique. Lors de la température atteint 3000 degrés Celsius, au niveau des parties les plus exposées de la navette, les pilotes rapportent derrière le pare-brise avoir l'impression de voler à l'intérieur d'un tube de néon. L'orbiteur atterrit alors comme prévu sur la base Edwards de l'Armée de l'air en Californie, avec seulement quelques secondes de retard sur le plan de portance de la navette dans cette phase. Tous les objectifs de la mission ont été remplis. Peu après, la navette est hissée sur le Boeing 747 porteur et rapatriée au centre spatial Kennedy en Floride après 2 jours où elle arrive le 28 avril 1981. Le 28 avril 1981. Anomalie durant la mission. Les analyses et les inspections réalisées après le vol ont mis en évidence plusieurs problèmes importants sur le bâtiment Kennedy Space Center. Lorsque le moteur et l'orbiteur ont été mis à feu, le trop-plein d'hydrogène évacué par les évents du réservoir externe qui s'était accumulé sous la navette a explosé, repoussant la gouverne centrale au-delà de son angle de braquage maximal. Durant la phase de rentrée, le gouvernement a fonctionné normalement, mais Young affirma que s'il avait disposé de l'information avant d'entamer la phase finale d'atterrissage, il aurait décidé de s'éjecter plutôt que de tenter de poser celle-ci. Pour le vol suivant, le système d'inondation du bâtiment sera perfectionné pour éviter l'accumulation d'hydrogène. 14 tuiles de protection thermique se sont décollées et 148 ont été endommagées suite à la suppression générée par les propulseurs à poudre, tandis qu'il n'y avait pas été anticipé, ce qui aurait pu avoir des conséquences graves lors de la rentrée dans l'atmosphère. On apprendra des années plus tard que le train d'atterrissage avait été endommagé sans conséquence par une arrivée de gaz brûlant durant la rentrée atmosphérique, à la suite d'un défaut dans le bouclier thermique qui protégeait la trappe sous laquelle se situait le train. 3 autres missions destinées à tester la navette vont succéder au vol STS-1 avant que celle-ci soit déclarée opérationnelle. Voilà,
ça c'était STS-1, le premier vol d'une navette spatiale. Je vais en faire d'autres parce que des vols de navette spatiale, il y en a eu 135. Donc voilà.